Voilà, c'est l'heure de la causerie et ce matin, nous avons sur ce plateau Constant Yaoedéou, bonjour. Bonjour, cher confrère. Directeur, voilà, directeur de Radio Planète. Et il était avec nous il y a un instant, François-Xavier Noumon. Vous êtes chroniqueur ici, vous parlez économie. Et ce matin, nous allons parler économie en première position. La Banque mondiale a publié ce jeudi 26 octobre 2019 le rapport Doing Business 2020 sur les 190 pays pris en compte dans le rapport. Le pays se classe, le Bénin, voilà, se classe à la 149e place derrière le Mali et devant la Bolivie. François Xavier, puisque c'est économie, qu'est-ce qu'on met dans le rapport Doing Business? Oui, d'abord je voudrais rectifier, c'était oui. Pas le 26, c'est plutôt le 24. Le 24, voilà, 24. Le jeudi 24. Le jeudi 24. Alors le Doing Business est d'abord avant tout un outil qui permet d'étalonner selon différents critères le taux d'amélioration, l'avancement des pays, de tous les pays du monde. Ce ne sont pas seulement les pays subsahariens ou africains qu'on évalue, mais le taux de performance en tout ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, les réformes qui permettent à l'économie d'aller un peu plus mieux, de s'adapter aux différents changements qui adviennent et qui surviennent. C'est un outil de performance. C'est un outil de performance globale d'une économie prise dans son environnement immédiat. Donc on va parler ça va des choses tout à fait, des critères tout à fait pratiques. Voilà. Le nombre de jours pour avoir un compteur d'électricité, par exemple, l'accessibilité à l'énergie, le nombre de jours, ou bien les frais qui rentrent dans la création d'une entreprise, par exemple, ou le taux de raccordement aux infrastructures de télécommunications, le numérique, ainsi de suite. Combien de temps il vous faut pour prendre un téléphone, combien de temps il vous faut pour avoir une connexion Internet, combien de temps il vous faut pour vous déplacer. Donc on parle des infrastructures de transport, ainsi de suite. Ce sont ces critères pris ensemble qui constituent la note attribuée chaque année par le Doing Business. Donc c'est avant tout un outil d'évaluation qui permet aux pays évalués de savoir très exactement, de s'étalonner déjà par rapport aux concurrents immédiats, par rapport à l'environnement immédiat, et de savoir très précisément sur quel point évoluer. Mais ça ne veut pas dire que le Doing Business est une boussole impérative pour des gouvernements tels que les nôtres, parce que chaque pays, chaque gouvernement a son plan d'action. Nous avons le programme d'action du gouvernement qui définit les axes prioritaires. Mais il y a quand même des points de jonction qui permettent quand même à un pays, à un gouvernement, à notre gouvernement de s'étalonner, c'est surtout ça, et de voir quelles sont les voies de progrès à encore explorer pour pouvoir rendre notre économie performante et surtout en termes de valeur ajoutée. Comment on fait pour amener à plus de création d'entreprises, comment on fait pour attirer des investisseurs, et ça colle parfaitement aux ambitions du programme d'action du gouvernement. Voilà. Constant Yaoedéou, 53e dans le précédent rapport, le Bénin qui vient de gagner 4 places, qu'est-ce qui peut favoriser ça? Oui, et tel que c'est défini tout à l'heure par François Xavier, nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour arranger le climat des affaires. Et quand on parle du climat des affaires, c'est l'environnement économique, c'est l'environnement fiscal également. Donc on peut déjà être rassuré que avec la dynamique du gouvernement actuel sur les questions de fiscalité et l'arrangement que nous voyons au niveau du climat des affaires, de l'environnement économique, ce qui est sur ces indicateurs qui permettent de gagner des points
tel que c'est établi, secteur par secteur, ont connu des évolutions je vais dire de façon implicite. Parce qu'à partir du moment où on parle de fiscalité, et sur ce plateau, nous avons parlé de près de 2000 entreprises qui sont créées, ça veut dire que ces entreprises se sont formalisées. Donc, nous gagnons des points sur l'assainissement. Justement, à cet environnement-là que vous êtes en train de décrire, est-ce que c'est parce que quelque chose a été fait que l'on enregistre cette floraison d'entreprises au Bénin? Oui, absolument. Il y a le climat de confiance qui s'est installé. Parce que tous ceux-là, par exemple, évoluaient dans l'informel, fuyaient le formalisme, mais s'ils ont accepté se faire découvrir par les impôts, par les fiscs, ça veut dire que quelque part, ils se sont dit, nous avons la confiance aujourd'hui que nos affaires ne seront pas étouffées par la pression fiscale. Il vaut mieux. Nous ne pouvons plus aujourd'hui fuir l'environnement aujourd'hui des affaires parce qu'il y a des dispositions qui sont désormais prises et vous ne pouvez plus être un homme d'affaires, même pas un chef d'établissement et passer inaperçu. Donc, tel que l'environnement fiscal est organisé aujourd'hui, tout entrepreneur a compris qu'il ne peut plus fuir les fiscs, qu'il ne peut plus fuir l'État béninois et rester dans le pays et développer ses affaires. Donc je crois que ces réformes qui sont en cours au niveau du ministère des Finances a beaucoup arrangé et les résultats sont automatiques. Et c'est ça qui nous fait gagner 4 points implicitement. Est-ce que ces réformes-là, lorsqu'on facilite les démarches de formalisation ou de création d'une entreprise, est-ce que ça rassure les étrangers si tant que ça, François Xavier? Je pense que c'est l'un des premiers points qui attire les investisseurs. Parce que quand vous allez investir, quand vous faites un plan d'investissement, quand vous ciblez une partie, tel ou tel autre pays, et quand vous y allez, la première des choses, c'est de savoir déjà, au-delà du climat politique, du climat social, ainsi de suite, est-ce que ce pays est stable ou pas, c'est combien de temps ça va vous prendre pour faire vos démarches. Je pense que c'est la première des choses. Est-ce que ces démarches, ce qu'on me demande comme paperasse, est-ce que l'architecture est assez lisible? Est-ce que je ne vais pas me perdre en frais de notaire? Est-ce que je ne vais pas me perdre dans l'administration parce qu'on va me demander des pièces en double? Voilà, parce que dans le business, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, combien ça va me coûter? Déjà, est-ce que dans combien de temps je vais pouvoir commencer par opérer? Quels sont les avantages que le système fiscal ou financier m'offre très concrètement au niveau du coût du travail, au niveau du recrutement du personnel, au niveau de la main-d'œuvre disponible? Quelles sont, voilà, très exactement les dispositions légales à prendre en compte? Je pense que c'est tout ça qui rentre dans le package quand on veut, que ce soit pour un investisseur étranger que pour un investisseur béninois, c'est pratiquement le même exercice. Pour l'investisseur étranger, il y a un peu plus de pression simplement parce que l'investissement peut être rapidement, on va dire, piraté ou oblitéré par un contexte de corruption, de dilapidation des ressources, surtout la corruption, et vous pouvez perdre votre mise très rapidement sans voie de recours. Vous allez vous engager dans des procédures au tribunal, ça va vous perdre de l'argent, ça va vous empêcher de mettre en branle vos velléités d'investissement, et puis non seulement pour l'investisseur, pour le pays, ça donne forcément une image négative, parce qu'il y a des pays comme ça en Afrique subsaharienne qui sont indexés comme étant très difficiles pour les affaires. Donc vous n'attirez pas, étant donné qu'on est encore un pays, disons, on fait partie encore des pays des moins avancés, on a des besoins
en termes d'investissement assez importants, assez colossaux. Donc il n'est pas envisageable que le climat des affaires ne soit pas assaini. Et aujourd'hui, on peut dire que 3 ans après, ce terrain a été largement déblayé. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise, que vous soyez béninois ou étranger, vous pouvez créer votre entreprise avec célérité. Il y a une lisibilité assez intéressante et assez claire de tout ce que vous avez à faire comme démarche dans l'administration. Aujourd'hui, on n'est plus dans le fouillis qu'on avait il y a encore quelques années, qui pouvait vous perdre du temps, et pour ne serait-ce qu'avoir un registre de commerce, vous pouvez courir à gauche et à droite. Aujourd'hui, quand même sur ce point bien précis, en témoigne le nombre d'entreprises enregistrées chaque année. Oui. Et je pense que ce pari est pratiquement gagné. Maintenant, par rapport aux 4 points gagnés par le Bénin dans ce classement, aux 4 places, oui, gagnées par le Bénin dans ce classement, il y a le premier point, c'est la sécurisation du système foncier. Je pense que ça a été mis en avant comme une avancée notable. Et vous aurez pu le constater au gré des dernières informations. Le gouvernement vient de contracter avec un partenaire privé pour faire la cartographie pour mettre en place le cadastre. Donc je pense que on va encore vers un niveau de plus en termes de sécurisation du foncier. Et la sécurisation du foncier permet aussi, évidemment, première conséquence, de garantir les investissements. Donc vous n'avez pas de crainte, par exemple, pour un investisseur étranger, vous n'avez plus de crainte de vous lancer dans une acquisition quand vous venez. Alors un investisseur qui se lance tout de suite dans une acquisition d'espace ou d'immeuble, c'est que l'investisseur se projette dans la durée. Oui. Avant, on marchait sur des yeux quand même, parce que vous pouvez avoir même un titre foncier et vous retrouver dans un litige 2 ans ou 3 ans après. Donc, comme conséquence, au lieu de vous concentrer sur la pérennité de votre entreprise, vous passez le clair de votre temps à batailler dans l'attribution, dans la propriété de tel bien ou tel autre bien. Donc, je pense que à ce niveau bien précisément, oui, le Bénin a montré la voie. Donc, quand on parle de sécurisation des biens fonciers, c'est aussi ses conséquences aussi au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, surtout en milieu rural, aujourd'hui, il est possible déjà de sécuriser dès l'achat son lopin de terre, parce que l'identification, le cadastre, ça va venir boucler tout ce programme, l'identification, tout le programme dans lequel le gouvernement s'est inscrit depuis 2016 contribue aujourd'hui à sécuriser de plus en plus les acquisitions dans ce domaine, et c'est tout bénéfice pour les performances dans l'agriculture, évidemment. Très bien. Constant Yawedeou a vu ces explications données par François-Xavier Noumon, notamment la sécurisation du système foncier. C'est également une sécurité pour les infrastructures, non? La réalisation d'abord et la sécurité des infrastructures. Absolument. Absolument, parce que les infrastructures, c'est les éléments de base. Oui. Et tel qu'il l'a dit, à partir du moment où vous ne savez pas sur quel espace vous voulez opérer, ça veut dire que à tout moment, vous pouvez disparaître. Donc, les infrastructures sont obligatoires. Et quand on parle d'infrastructures, il y a plusieurs catégories d'infrastructures. Les infrastructures qui doivent vous permettre d'exister, de vous asseoir et de développer vos activités sur place, c'est-à-dire c'est beaucoup plus le côté didactique. Mais il y a des infrastructures qui doivent permettre de développer vos activités. Et quand on rentre dans ce domaine, il y en a plusieurs, surtout les infrastructures routières qui doivent permettre une certaine déconcentration, une certaine concentration, aussi verticale comme horizontale, vous voyez, qui doit permettre faciliter l'accès
à ces entreprises, à ces industries-là de bien fonctionner. La localisation de la matière première par rapport à l'installation des usines de transformation. Vous voyez, donc quand on rentre dans l'infrastructure, ça fait beaucoup de choses, et je crois que tel que c'est lancé aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tout ça qui donne les points. À partir du moment où vous avez déjà anticipé pour le développement de ces infrastructures, ça veut dire que vous avez déjà fait une bonne projection. Et ça rassure davantage les investisseurs, parce que quand vous êtes obligé d'aller chercher la matière première dans le septentrion pour venir transformer ça dans le sud du pays, vous voyez déjà tout ce que ça fait avant de penser à l'importation, à l'exportation. Oui. Donc ça se complique vraiment. Mais quand aujourd'hui on permet l'installation de petites usines, d'abord des petites usines de transformation qui vont rester dans une même localité et développer l'essentiel de la transformation, vous voyez, ça facilite beaucoup le développement, le climat des affaires. Donc il y a tout ça qui compte. Ça n'a l'air de rien. On pense que c'est pour que nous puissions nous déplacer pour aller faire nos fêtes les week-ends et autres. Mais non, c'est les prévisions au niveau macro sont plus pointues, parce que nous sommes aujourd'hui, tel que François-Xavier l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un milieu concurrentiel. Nous sommes dans un milieu concurrentiel. Absolument. Et tel qu'il a dit, avec ce qui se passe avec le Nigeria aujourd'hui, oui, nous devons vraiment nous réveiller et aller vraiment à l'anticipation. C'est très important. Nous ne devons plus nous considérer de façon isolée. Nous devons dire nous sommes dans un ensemble et nous devons pouvoir maintenir le cap pour pouvoir réussir. Et à partir de ce moment, on doit réfléchir très sérieusement. Non seulement nous devons nous voir, mais nous devons voir les autres aussi autour de nous pour ne pas nous laisser dépasser. Parce que 4 points, c'est pas petit. C'est ça. Il y a des gens qui ont cherché un et qui n'en ont pas trouvé. Exactement. Et nous, on en a eu 4. Oui, c'est très important. Donc, dans l'espace UEMOA, dans la CEDEAO, dans la région subsaharienne, quel devrait être à partir de ce moment notre comportement, notre réflexion, notre stratégie pour que l'année prochaine nous ne reculons pas, parce qu'à partir du moment où les autres viennent, c'est que nous sommes en train de reculer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Forcément, je crois que il faut vraiment penser à une anticipation, parce que qu'on le veuille ou non, tel que nous sommes en train d'évoluer, d'ici horizon 2025 ou 2030, ce qui est sur la croissance économique dans la sous-région va évoluer. On reviendra au niveau de projection. Oui. Et ce sera d'ailleurs avec Olali qui va vous poser la question. Mais comment se présente aussi le climat des affaires pour les opérateurs économiques béninois eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment en sécurité du point de vue économique dans leur propre pays? François-Xavier Nouveau. Je pense que plus que jamais, ne serait-ce que le point que j'ai abordé tout à l'heure, le foncier, tout le monde sait, on est tous des Béninois, on sait on sait sur ce point bien précis tous les problèmes qui sont liés au foncier. Donc je pense qu'aujourd'hui, le système de sécurisation mis en place par le gouvernement est quand même de nature à rassurer les investisseurs béninois qui savent aujourd'hui à quoi s'en tenir. Ne serait-ce que la lisibilité de l'infrastructure, parce qu'on est un pays d'importation et d'exportation. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous crée la réexportation. On en fait quand même un peu plus. On n'est pas seulement dans l'importation et l'exportation, on est dans la réexportation. Et c'est la réexportation. On produit suffisamment pour réexporter? Non, on ne produit pas suffisamment pour réexporter. On produit quand même assez pour exporter. On est en train de performer pour essayer d'augmenter dans nos exportations. C'est cette
c'est cette mauvaise manie que nous avons adoptée il y a plus d'une cinquantaine d'années déjà, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le problème qui se pose aujourd'hui. Le professeur Johnny Gay l'avait déjà pointé du doigt, je pense en 83 ou en 85, Bénin étant entrepôt, c'est un livre référence qui décrit déjà tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est dans le commerce de la réexportation depuis des années, donc il était temps de se réveiller, et je pense que le contexte s'y prête bien. On est avec le programme d'action du gouvernement, les voies sont tracées pour pouvoir aller dans un sens différent et pouvoir mettre en valeur nos potentialités propres. Mais on a l'impression que du point de vue fiscal, les entreprises respirent normalement, qu'on ne les essouffle pas? Je pense qu'on n'en demande pas plus. On n'en demande pas vraiment plus. On en demande... les entreprises ne sont pas mises sous assistance respiratoire dans notre pays. Contrairement à ce qui est ventilé ici et là, je ne pense pas que les entreprises soient pressurées à ce point qu'elles envisagent, par exemple, parce que c'est le cas souvent de passer de l'autre côté de la frontière pour aller vers des pâturages un peu plus verts. Non, je pense qu'il y a une confiance qui s'est installée. Au début, le changement fait toujours assez peur. Beaucoup ne savaient pas vraiment sur quel pied marcher, mais je pense avec la lisibilité des réformes du gouvernement, le contrat de confiance qui s'est petit à petit tissé ces dernières années, on peut dire aujourd'hui quand même que l'investissement est sécurisé pour peu que les règles soient respectées, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on dit on peut se plaindre de tout et de rien, on peut se plaindre de tout et de n'importe quoi, mais le préalable c'est que les tests, la loi soit respectée. On a parlé aujourd'hui, il vous est possible, il vous est loisible de déclarer vos états financiers directement en ligne. Il vous est possible d'apostropher tout de suite l'administration centrale par rapport à tel point ou tel autre point de votre bilan financier qui serait peut-être mal interprété par les services compétents. Et je pense que les rançonnements ont largement diminué. Donc c'est un climat de nature quand même à rassurer l'investisseur béninois. Et encore une fois, si vous voyez le rythme de création d'entreprises, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée. Parce que je posais la question, c'est une chose est de créer des entreprises, mais l'autre chose est que ces entreprises vivent, Constant Yaoudéo. Oui, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, et qui est basique pour ce qu'on nous a appris déjà même depuis le cours primaire. Le commerce, c'est la recherche du profit maximum. Donc aucun commerçant ne vous dira que il est d'accord avec la fiscalité qu'on lui applique. Bon, donc il y aura toujours des grincements dedans, mais des spécialistes dans la matière existent, et ils ne sont pas là pour se lever un beau matin pour mettre la pression, non. Tel que nous sommes en train de le dire, il y a des indicateurs qui sont notés, et c'est par rapport à ces indicateurs fixes que les décisions sont prises et appliquées aux opérateurs économiques. Donc ça ne se fait pas sur un coup de tête. Des spécialistes existent et ils savent comment le faire. Et ce qu'on aurait pu reprocher un peu est que des mauvaises habitudes que nous sommes données depuis plusieurs dizaines d'années ont été bousculées pour rentrer dans ce qui est normal. C'est ça. Nous avons de très mauvais comportements fiscaux dans ce pays, et la correction a été un peu un choc. Ça a troublé, il faut reconnaître aussi, ça a troublé un peu l'administration publique qui s'est recherchée, parce que quitter du noir au blanc, c'est pas du tout facile. Donc on a vu l'administration, le gouvernement prendre l'exécutif prendre certaines dispositions qui, par la suite, a compris que c'est un peu trop compliqué ou mal compris. Donc il faut aller doucement, et les choses se sont arrangées, et on a vu l'explosion de la création d'entreprises. Vous voyez, donc c'est dire que le climat, l'environnement fiscal n'est pas favorable aujourd'hui. Je crois non.
c'est plutôt les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ou aspirants qui ont compris que les habitudes qu'on avait n'étaient pas les habitudes qu'il fallait si on devrait rester scientifiquement dans cette activité, et tout le monde a compris. Et c'est pour ça qu'on a constaté le boom qu'il y a eu. Donc, s'il y a une évolution substantielle, très remarquable, visible comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a affaire de pression fiscale. C'est ça. François Xavier, c'est vrai, des réformes ont été effectuées dans ce domaine pour garantir un climat des affaires assez confiant, voilà, aux investisseurs, mais il faut toujours garder le cap pour ne pas régresser. C'est pas notamment pour forcément avoir un rang encore un peu plus élevé, mais surtout pour l'économie béninoise. Non, évidemment, je pense qu'on ne fait pas les réformes pour sous-performer. Je pense qu'on est dans une certaine dynamique depuis 2016 et que cette dynamique devrait se conforter. Oui. Cette dynamique déjà produit des résultats intéressants. Cette dynamique devrait se poursuivre, parce que je pense que le gouvernement est dans une politique déjà de diversification des ressources, en essayant de mettre en place une politique qui accommode un tant soit peu aussi bien les producteurs, les premiers transformateurs, parce qu'il faut dire que les matières premières, quand on parle de transformation, il y a divers degrés de transformation de matières premières, et aujourd'hui je pense que la politique qui est mise en place c'est d'abord de favoriser, de promouvoir la transformation des matières premières au moins au premier degré, parce que après au niveau un peu plus élevé, il faut arriver à contenter les marchés export. Donc, et ça, ce n'est pas gagné, parce qu'il faut beaucoup d'investissement en termes de qualité, de calibrage. Vous n'exportez pas la tomate en France ou en Belgique comme vous exportez la tomate au Nigeria, au Burkina Faso. C'est très très compliqué. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a taillé une architecture sur mesure pour les exportateurs d'ananas, simplement parce que les normes de qualité sont tellement précis que seul dans votre coin, avec toute la bonne volonté que vous avez, vous arriverez certainement, la seule chose à laquelle vous parviendrez, c'est perdre votre production, simplement parce que vos produits sur vous seront renvoyés parce qu'ils n'auraient pas respecté telle ou telle autre norme. Maintenant, en parlant toujours du doing business, il faut noter quand même que l'autre point qui a été souligné en faveur de notre pays, c'est le port autonome de Cotonou, parce que il faut le préciser quand même, quand le gouvernement a pris la décision de procéder à de confier la gestion de ce poumon de notre économie à une entreprise délégataire, on en a entendu de tout suite à cette décision, mais aujourd'hui on peut dire que le port autonome de Cotonou porte une bonne partie des améliorations visibles de notre économie nationale. En termes de performance aujourd'hui, dans le doing business, on a noté notamment la dématérialisation des formalités à l'export, le guichet unique du commerce extérieur qui a décuplé un peu l'attractivité du port autonome de Cotonou. Vous avez par exemple les frais liés à l'exportation, les frais, les frais moyens qu'un exportateur lambda paye à l'exportation de ses produits au départ du port de Cotonou. Nous sommes autour de $300 quand vous comparez avec des pays d'Afrique centrale par exemple, parce que encore une fois on est en termes de concurrence, les ports qui peuvent nous grappiller des parts de marché. En RDC par exemple vous êtes autour de $1,300, Congo, Brazzaville vous êtes autour de $1,200. Donc le port autonome de Cotonou, sans rogner sur la qualité de service, propose quand même un package très attractif pour les pays de l'Interland. Et je pense que sur ces points bien précis, nous avons franchi encore un cap. Et ça justifie, ça vient étayer de la bonne des façons
le choix du gouvernement de confier la gestion du port autonome de Cotonou à une entreprise délégataire. Voilà. Constant Yaouédéou, que reste-t-il à faire concrètement pour finir ce sujet? Oui, ce qui reste à faire, je crois que c'est de l'anticipation, parce qu'on a dit qu'il faut maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est pas gagner 20 places en plus, mais c'est de pouvoir ne pas se laisser dépasser par les autres. Et à partir de ce moment, je crois que c'est de l'anticipation. Par rapport au développement de François Allemand, on a compris qu'il faut de l'industrialisation. Faut de l'industrialisation. Quand on parle de l'agriculture, l'agriculture est assez vaste, donc il faut beaucoup d'industrie, de transformation pour créer la devise. Et quand on parle d'industrialisation, il faut aussi voir la main d'œuvre. Or, tel que nous évoluons, il y a la démographie qui évolue. Donc la main d'œuvre existe, mais il faut penser à la main d'œuvre de qualité. Donc il faut forcément qu'on pense à la création de beaucoup d'écoles spécialisées. Il faut y aller, parce que qu'on importe des mains d'œuvre de qualité, qu'on importe les cerveaux pour venir, je crois que nous avons la possibilité, un peu comme les Chinois, de nous prendre en charge et de penser à notre développement, à notre manière, former les cadres qu'il nous faut, un peu comme les autres l'ont fait, pour exporter, je veux dire, les compétences qu'il faut pour venir former les cadres sur place pour nous. Nous devons forcément cesser de former des universitaires qui ne peuvent que tenir le bic. Je crois que c'est de ce côté-là, quand je parle d'anticipation, c'est tout ça là qu'il faut voir. Si on rentre rien que dans le domaine de l'agriculture, nous avons l'espace, nous avons la variété, il ne nous reste que les compétences qu'il faut, parce que la démographie fera que la main-d'œuvre sera disponible, mais il faut que la main-d'œuvre soit de qualité. Si les cerveaux sont sur place, je crois que nous pourrons faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais d'anticipation et de sérieux dans la gestion des affaires publiques. Très bien. Nous allons passer au second sujet qui parle de l'actualisation de la LEPI et la responsabilité des citoyens et les opérations d'actualisation de ce fichier électoral sont officiellement lancées, étaient officiellement lancées avec l'affichage des extraits sur toute l'étendue du territoire national. François Xavier, peut-être on va faire 2 tours de table parce que le temps déjà nous talonne. Au plus, voilà, François Xavier, pourquoi on affiche la liste? Simplement, on parle d'actualisation, donc il faut que c'est pour inciter les uns et les autres à sortir de chez eux pour pouvoir se mettre à jour. Le fichier doit s'actualiser, je pense que c'est réglementaire, le fichier doit s'actualiser à période régulière, simplement parce que les gens peuvent disons décéder, ils peuvent changer de domicile, on n'est jamais à l'abri d'une méprise sur les identités. Il y a toujours de ces réfractaires qui, depuis qu'on est dans ce type de processus, ne veulent pas s'adapter ou sortir de chez eux, ou font toujours les choses à leur rythme et à leur façon. Donc il est important que ces espaces-là soient créés, vulgarisés pour permettre aux uns et aux autres de se mettre en règle par rapport au fichier électoral. Après, ils ne viendront pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc je pense que on est dans une disposition tout à fait normale. Et maintenant, peut-être que les uns et les autres vont protester de la pluie, de ci et de ça, on ne sait jamais, parce que les Béninois sont quand même assez... Plusieurs raisons évoquées pour expliquer cela. Assez réfractaire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un devoir citoyen, c'est important. C'est ce qu'il faut marteler, c'est un devoir citoyen d'aller se mettre à jour vis-à-vis du fichier électoral pour tous les majeurs qui sont appelés à exprimer leur suffrage à un moment ou à un autre de leur parcours citoyen. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser à Constant Yaouédéou. Quelle est la nécessité pour le citoyen d'aller consulter ces listes? Oui, la nécessité, c'est d'abord à un niveau donné, que les citoyens ignorent beaucoup
c'est que la seule chose qui vous permet de dire je suis béninois, c'est votre expression. Quand tout le monde s'exprime et que vous ne pouvez pas vous exprimer en tant que béninois, ça veut dire que vous n'existez pas au Bénin. Mais si vous êtes béninois, vous n'existez pas au Bénin, ça veut dire que vous n'existez pas. Donc, beaucoup pensent que c'est une affaire des politiciens. Non, c'est une affaire de notre existence d'abord. Oui, en tant qu'individu, en tant que béninois. Donc, la nécessité est que tout le monde est obligatoirement invité à aller aux urnes quand il s'agit des opérations de vote. Je explique souvent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le jour où nous sommes candidats, nous qui sommes ici, nous sommes candidats, et que le vote fait 51% de non à nous tous, ça veut dire que les votants nous ont rejetés. Et qu'il faut reprendre maintenant avec d'autres candidats. Mais quand vous n'allez pas voter et que d'autres sont sortis pour aller voter pour nous, ça veut dire que notre candidature, notre élection s'impose à vous. Donc dire c'est leur affaire, je n'irai pas, je ne vais plus me gêner et tout ça, c'est perdre sa voix. Après, vous allez commencer par revendiquer. Revendiquer quoi? Est-ce que vous avez dit non à celui qui a été élu? C'est ça. Vous n'avez pas dit non. Donc, pour dire non, il faut aller chercher votre carte d'électeur. Donc, absolument, il faut avoir la carte d'électeur pour vous s'exprimer. Personne n'a le droit aujourd'hui de rejeter, de faire des commentaires sur la gestion de celui qui est élu tant qu'il n'est pas sorti pour aller voter. Non. Donc, est-ce que tu es allé voter contre la personne? Aujourd'hui, la personne est élue en train de faire, et c'est là où tu veux maintenant t'exprimer. Ça, c'est un peu entre griffes au con. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est ça d'abord la nécessité d'aller à la LEPI. Et donc, aller consulter, c'est aller voir si, tel que François Xavier l'a dit, il y a des morts, des décès. Il faut pouvoir les signaler aux délégués pour qu'on puisse les enlever. Mais s'il y a certains qui n'avaient pas retrouvé leur nom entre-temps, c'est le moment de réclamer des gens qui ont changé de domicile. Bon, nous venons d'avoir une bonne note du gouvernement qui a affecté 15 000 vacataires sur toute l'étendue du territoire national. Mais ceux-là, 15 000 personnes qui ne vont pas voter dans 6 mois ou dans 5 mois, mais là, c'est beaucoup. Donc, ceux-là aussi, c'est leur... pour ceux-là, d'aller consulter, se signaler pour que leur vote puisse être exprimé en mars prochain. Donc, c'est une opération très très importante. C'est notre existence en tant que Béninois qui est engagé et personne ne doit rester du reste. Très bien. Il faut rappeler aux téléspectateurs que ces listes sont affichées depuis le 20 octobre passé et ça va durer jusqu'au 11 novembre prochain. Donc encore quelques jours pour vous qui n'avez pas encore consulté ces listes d'aller le faire. Juste un mot, il faut aussi encore préciser à ceux qui nous suivent qu'il ne faut pas attendre les derniers jours pour se ruer. Tout ça, c'est ce qui se passe à chaque fois, se ruer dans les centres et commencer par se plaindre, mettre la pression sur les pauvres agents les pauvres agents recenseurs. Après, ça donne lieu, j'ai déjà suivi ça donne lieu à des bagarres, ça donne lieu à beaucoup de choses. Donc, il faut faire les choses. Surtout que nous allons aux élections communales et locales, c'est l'élection qui a le plus de candidats. Et quand vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Si vous ne voulez pas décider, on décidera pour vous. Nos téléspectateurs ont bien compris.